Que diriez-vous si je vous disais que l'Égypte voulait créer le plus grand lac artificiel du monde, dans le désert du Sahara? Beaucoup de personnes, au cours du siècle dernier, ont accueilli cette idée avec scepticisme. La plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Mais bien que cela sonne comme un projet fantaisiste, cette idée audacieuse a été discrètement évoquée dans des cercles influents pendant des décennies. Et aujourd'hui, plusieurs facteurs font renaître un intérêt grandissant pour ce projet. Dans un contexte de besoins énergétiques croissants, créer un immense lac artificiel dans le désert pourrait être l'une des solutions aux enjeux de développement de l'Égypte. Non seulement ce nouveau lac pourrait offrir une source majeure d'énergie en utilisant l'hydroélectricité à grande échelle, mais il pourrait également conduire à extraire une grande quantité de lithium et à créer une industrie minière sans précédent dans l'histoire du pays. Dans ce nouvel épisode de Looking For, nous allons retracer ensemble l'histoire fascinante et les possibilités insoupçonnées qui se cachent derrière l'un des méga-projets les plus ambitieux jamais proposés. Un lac si gigantesque qu'il serait facilement visible depuis l'espace. Du creusement d'un canal de 100 km à l'aide de bombes nucléaires en passant par l'intérêt de la CIA pour ce méga-projet, je vous propose de descendre dans les profondeurs de la dépression de Qattara et de voir quelles sont les propositions récentes pour la remplir avec l'eau de la Méditerranée. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. L'Égypte compte environ 120 millions d'habitants répartis sur un territoire d'environ 1 million de kilomètres carrés. C'est 2 fois la superficie de la France. Pourtant, moins de 1% de cette immense surface est constituée d'eau. Et la grande majorité de la population vit à moins de 20 km du Nil et de son delta. La majeure partie du territoire, malgré ses monuments mondialement connus et ses villes historiques, n'est qu'un désert silencieux et inhabité. Pour aller de l'avant, les Égyptiens ont souvent tenté de dompter cette contrainte géographique. Les méga-projets comme le plan Toshka sont un bon exemple de cette volonté. Lancé à la fin des années 90 par Hosni Moubarak, il visait à créer une nouvelle vallée du Nil dans le sud de l'Égypte, en transformant des centaines de milliers d'hectares de désert en terres agricoles. Celle-ci devait être irriguée grâce à un système de canaux détournant l'eau du lac Nasser. Les ambitions étaient immenses. Le projet prévoyait le déplacement de millions d'Égyptiens et visait à porter la superficie cultivable de l'Égypte de 5 à 25% de sa superficie totale. Mais le projet n'a jamais atteint son plein potentiel pour des raisons économiques et des problèmes de gouvernance. En 2014, seuls 10% de la surface annoncée était réellement cultivée. Un autre exemple de construction dans le désert est celui de la nouvelle capitale administrative. Située à 45 km à l'est du Caire, ce chantier pharaonique vise à désengorger la capitale et déplacer les institutions du pouvoir. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous mets le lien de ma vidéo à ce sujet en description. Mais alors que ces méga-projets cherchent surtout à répondre aux enjeux alimentaires et d'urbanisme, le projet de la dépression de Qattara, lui, vise un tout autre aspect de la société égyptienne, l'énergie. En 1970, l'Égypte achève la construction du haut barrage d'Assouan, un barrage sur le Nil capable de produire chaque année 10 milliards de kWh d'électricité. Mais avant cela, le pays connaissait un besoin croissant et insatisfait en énergie, en maîtrise de l'eau et en nouvelles terres agricoles à développer. Et pour pallier le manque de ressources, l'idée de créer un immense lac dans le désert commençait à émerger. Une idée qui n'était pas nouvelle à l'époque. Dès le 19e siècle, l'officier et géographe français, François-Élie Roder, s'était passionné pour l'idée de créer ce qu'il appelait une mer saharienne, en inondant plusieurs dépressions du désert avec l'eau de la Méditerranée, non seulement en Égypte, mais aussi en Algérie et ailleurs dans le Sahara. En 1874, il projette de creuser un canal depuis le golfe de Gabès en Tunisie jusqu'au Chott El Djerid pour l'inonder. En parallèle, le diplomate et entrepreneur français Ferdinand de Lesseps, figure clé de la construction du canal de Suez, s'était lui aussi pris d'intérêt pour ce projet. Il y voyait l'opportunité de signer un deuxième exploit majeur dans la région. Roder et de Lesseps auront passé près d'une décennie, à la fin des années 1800, à travailler sur cette idée. Mais par manque de soutien politique et financier à l'époque, le projet sera finalement abandonné. Bien qu'il n'ait jamais vu le jour, il eut toutefois un impact culturel. Il inspira notamment le dernier roman de Jules Verne, L'Invasion de la mer. Roman dans lequel il donnera une suite fictive au projet du géographe français pour mettre en confrontation la vie saharienne des Touaregs et le monde de la science et de la technique, incarné par l'ingénieur du roman et sa troupe. Le suivant à s'intéresser sérieusement à la création d'une mer saharienne fut le géographe et géologue allemand Albrecht Penck. Penck s'intéressait particulièrement à une zone du Sahara de près de 20 000 km², située jusqu'à 133 mètres sous le niveau de la mer. En 1912, il élabora un plan visant à inonder cette zone, qui fut nommée quelques années plus tard dépression de Qattara. Celle-ci est située dans le désert de Libye, le désert oriental au nord-ouest de l'Égypte. Dans les grandes lignes, Penck voulait creuser un canal de 120 km
pour permettre à l'eau de la Méditerranée de venir inonder la dépression. À cette époque, le monde avait déjà vu émerger des projets majeurs comme le canal de Suez, le canal de Panama ou le tunnel du Simplon. Mais malgré cela, l'ampleur du projet de Penck et les défis liés au dénivelé et à la composition du sol en faisaient quelque chose de très ambitieux. S'il réussissait, un immense lac artificiel en forme de goutte d'eau serait créé, avec à la clé un énorme potentiel de production hydroélectrique. Avec près de 20 000 km², le lac, s'il était rempli complètement, deviendrait l'un des plus grands lacs au monde, comparable au lac Ontario au Canada, l'un des 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Pour donner un ordre d'idée, le lac Ontario est presque aussi grand que l'État du New Jersey. Depuis le centre-ville de Toronto, il est même parfois confondu avec l'océan tant il semble immense. Même sur une carte du monde, il est clairement visible. Une grande étendue bleue le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Telle est la taille et l'ampleur de la transformation géographique qu'impliquerait un lac dans la dépression de Qattara. En 1912, au moment où Penck concevait ses premiers plans, le plus grand lac artificiel jamais créé ne mesurait que 425 km². Il s'agissait du lac Gatun au Panama, construit lors de la réalisation du célèbre canal. La même année où le Titanic faisait naufrage, Penck rêvait déjà de battre ce record avec un lac quasiment 50 fois plus grand. Un exploit de taille s'il réussissait. Mais frustrant pour Penck, ce rêve de grandeur ne sera jamais accompli, malgré son influence et son éminente carrière menée en géologie et en géographie. À sa décharge, il spéculait à l'époque sur une région encore très méconnue. Ce n'est qu'en 1927 qu'un autre confrère, John Ball, réalisa des relevés topographiques plus précis de la zone et confirma des informations essentielles telles que la profondeur et la superficie de la dépression de Qattara. Le géologue britannique estima le point le plus bas de la dépression à 134 mètres sous le niveau de la mer, soit 1 mètre de plus seulement que le point le plus bas d'Afrique, la dépression de l'Afar, située à l'est du continent. Ball calcula également une superficie d'environ 18 000 km². Il fut aussi le premier à étudier sérieusement l'idée que la dépression pourrait servir à la production hydroélectrique. Dans un article de 1933, il suggéra que, grâce à la profondeur sous le niveau de la mer, l'eau de la Méditerranée, voire du Nil, pourrait y être amenée, et que le dénivelé important entre la dépression et la mer pourrait produire d'importantes quantités d'énergie. Selon ses calculs, entre 125 et 200 MW. Impressionnant pour l'époque, mais très en dessous des estimations modernes, comme nous allons le voir juste après. John Ball identifia aussi un paramètre essentiel pour la faisabilité de ce projet audacieux: la chaleur extrême du désert qui ferait s'évaporer plusieurs mètres d'eau par an, permettant ainsi un écoulement d'eau en continu tout au long de l'année, indispensable pour la production hydroélectrique. Pourtant, malgré ces découvertes majeures, les travaux de Ball ne menèrent à aucune action concrète. Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale débutait, et le projet de la dépression de Qattara était loin d'être une priorité. Pendant la guerre du désert, qui dura de juin 1940 à février 1943, la dépression était surtout perçue comme une zone à éviter. Elle marquait la limite sud des premières et deuxièmes batailles d'El Alamein, car elle était infranchissable et impraticable par les chars et la plupart des autres véhicules militaires. En 2015, on y trouvait encore plusieurs millions de mines terrestres toujours enfouies. Ce n'est qu'après la guerre et après le passage de l'Égypte de monarchie à république, en 1953, qu'un véritable intérêt pour les perspectives du projet Qattara ressurgit. Et cette fois, l'intéressé n'était pas un géologue isolé, mais la CIA. L'année 1957 correspondait au milieu des 8 années de mandat d'Eisenhower. C'était également l'une des périodes les plus sensibles au Moyen-Orient durant la guerre froide. Un an plus tôt, le président égyptien Gamal Abdel Nasser avait instauré la loi martiale sur le canal de Suez, jusqu'alors propriété de la compagnie du canal de Suez, contrôlée par les Britanniques et les Français. Il l'avait fait en réponse au refus des États-Unis de financer le haut barrage d'Assouan, en raison des liens croissants de l'Égypte avec l'URSS qui lui vendait des armes par la Tchécoslovaquie. Nasser parvint finalement à nationaliser le canal de Suez, faisant perdre à la Grande-Bretagne et à la France une grande partie de leur influence dans la région. La crise de Suez, comme on l'a appelée, a failli provoquer un affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS, poussant Eisenhower à prononcer un discours majeur devant le Congrès américain le 5 janvier 1957. Dans ce discours, le président promit une intervention militaire dans tout pays du Moyen-Orient, menacé par ce qu'il appelait le communisme international. Authorize such assistance and cooperation to include the employment of the armed forces of the United States to secure and protect the territorial integrity and political independence of such nations, requesting such aid against overt armed aggression from any nation controlled by international communism. Cette politique devint ensuite connue sous le nom de doctrine Eisenhower. C'est durant cette période critique que la CIA,
commence à élaborer secrètement des stratégies visant à encourager la coopération internationale au moyen de projets d'infrastructures au Moyen-Orient. Une note du premier directeur civil de la CIA, Allen Dulles, déclassifiée seulement en 2013, proposait entre autres projets la construction de réacteurs nucléaires dans la bande de Gaza. Et dans les traces des précédents géologues, la CIA suggéra également d'inonder la dépression de Qattara avec l'eau de la mer Méditerranée. L'idée était que, au-delà des avantages, modification du climat de la région, création d'emplois, potentiel énergétique, ce projet pourrait aussi rapprocher le président égyptien Gamal Abdel Nasser des États-Unis, et ainsi de l'éloigner de l'URSS. Objectivement, le plan semblait prometteur pour atteindre les objectifs de l'administration, mais il aurait été très coûteux et représentait de toute évidence un pari risqué pour les États-Unis. Nous ne saurons jamais ce qu'Eisenhower a réellement dit ou pensé de cette proposition. Tout ce que révèlent les documents déclassifiés, c'est qu'il l'aura finalement rejeté. Il faudra attendre le milieu des années 60 pour que l'idée de remplir la dépression de Qattara refasse surface. Un homme en fera son cheval de bataille, le professeur Friedrich Bassler. C'est sans aucun doute l'homme qui consacra le plus d'efforts et contribua le plus à moderniser le projet. Bassler était un ingénieur hydraulicien allemand qui, dès 1964, fut profondément attiré par le projet de la dépression de Qattara. Il fut nommé par le ministère fédéral allemand de l'économie pour mener une étude préliminaire de faisabilité. Bassler devint même le président d'un conseil d'administration international travaillant sur le projet. Et à partir de 1975, il commençait à conseiller directement le gouvernement égyptien. Ainsi, Bassler fut responsable de la première conception détaillée du projet. Il augmenta de manière spectaculaire l'estimation de la production énergétique potentielle, passant des 200 MW estimés par John Ball à près de 6000 MW par an. À un moment donné, il proposa même de creuser le canal de 100 km de la Méditerranée au réservoir en utilisant 213 bombes nucléaires d'une puissance d'1,5 mégatonnes chacune. Non, vous ne rêvez pas, cette proposition était très sérieuse à l'époque. Pourquoi ? Eh bien parce que les bombes auraient coûté beaucoup moins cher qu'une technique de construction classique, qui n'aurait pas permis de rentabiliser suffisamment le projet Qattara. Le plan prévoyait même l'évacuation d'environ 25 000 habitants autour de la zone, ce qui, dans ces vastes étendues désertiques, montre l'ampleur du projet que Bassler imaginait. Plus ambitieux encore, il proposait une alternative avec un canal encore plus long, pour détourner une partie des eaux du Nil, située 300 km plus à l'est. Un chantier hors norme qui aurait nécessité d'immenses ressources et la mobilisation de milliers d'ouvriers. Autant dire un véritable défi pour gérer et organiser le projet. Et sur un projet pareil, l'enjeu pour les équipes de construction, c'est de pouvoir mesurer, quantifier, revoir et gérer les plans efficacement. C'est pourquoi je tiens vraiment à vous présenter Bluebeam, le partenaire de la chaîne. Un logiciel conçu pour le BTP qui permet d'obtenir plus rapidement des quantités précises, de repérer instantanément les modifications de plans et de garder des versions claires. Adopté par plus de 3 millions de professionnels dans le monde, dont des géants du secteur comme Bouygues et Vinci, il a été employé sur de nombreux méga-projets dans le monde, comme le Centre Pompidou, la Tour Triangle, le Shard à Londres et même Neom. L'intérêt, c'est de gagner du temps là où ça compte, sur les métrés, les quantités, la revue de plan et la maîtrise des révisions. Pour vous épargner des allers-retours de fichiers, Bluebeam regroupe tout au même endroit. Et comme les modifications sont mises en évidence, vous évitez les erreurs de version, les reprises sur chantier, et les dossiers deviennent tout de suite plus lisibles pour les appels d'offres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur mon lien en description pour accéder à une démo gratuite avec un expert Bluebeam. Bien qu'en théorie cela aurait pu fonctionner, les raisons de ne pas tenter cette approche se révélèrent bien trop nombreuses. La principale était l'impossibilité politique, notamment en raison des initiatives de l'ONU concernant les zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient, et du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963. Une raison encore plus forte était le risque de retombées radioactives, déjà un problème majeur à l'époque dans d'autres régions, comme dans le désert du Nevada où les États-Unis avaient mené de nombreux essais nucléaires. Bien que Bassler ait fait progresser considérablement la compréhension logistique du chantier et prouvé qu'il était théoriquement faisable, le projet de la dépression de Qattara finira une fois de plus par être abandonné. Toujours trop grand, trop coûteux et trop monumental pour être réalisé. Et c'est là que le projet en est aujourd'hui, un véritable serpent de mer. Mais comme je le disais en début de vidéo, plusieurs évolutions récentes ont toutefois ravivé l'intérêt autour de cette idée. L'une d'elles est le besoin croissant de l'Égypte en matière d'énergie. La raréfaction de l'eau et les tensions géopolitiques avec l'Éthiopie, liées au débit du Nil, ont rendu la dépression de Qattara plus intéressante pour l'Égypte ces dernières années. De facto, le pays est engagé dans un conflit persistant avec l'Éthiopie, au sujet du grand barrage de la Renaissance. Le plus grand barrage d'Afrique, situé sur le Nil bleu, est considéré, selon le député égyptien Mostafa Bakri, comme une menace existentielle pour l'Égypte.
Mais au-delà de ces enjeux, le projet de Qattara aurait aussi d'autres avantages. Par exemple, l'essor du marché des énergies renouvelables a suscité l'intérêt des Émirats et de l'Arabie Saoudite pour explorer de nouvelles opportunités d'extraction de lithium en utilisant des bassins à forte salinité. Une utilisation secondaire potentielle d'un lac dans la dépression de Qattara pourrait donc être la formation d'un gigantesque bassin salin, exploitable pour ce type d'industrie. La technologie s'est également améliorée depuis l'époque de Friedrich Bassler et de ceux qui l'ont précédé. Les nouvelles données de télédétection et les modèles hydrologiques permettent une meilleure estimation de l'évaporation, de la morphologie du bassin et de la faisabilité globale du projet. En 2023, l'Égypte a annoncé un partenariat avec Edgit Consulting et Elite Capital pour mener une nouvelle étude de faisabilité sur le projet de Qattara. Aucun résultat n'a encore été divulgué, mais malgré cela, essayons d'imaginer tout de même ce à quoi pourrait ressembler une version moderne et achevée du projet de la dépression de Qattara. Tout d'abord, s'il était réalisé, il serait toujours, et de loin, le plus grand lac artificiel du monde. Aujourd'hui encore, le plus grand de ce type en superficie est le lac Volta, au Ghana. Créé en 1965 lors de la construction du barrage d'Akosombo, il couvre une superficie de 8502 km². Le nouveau réservoir et le barrage qui l'accompagne ont bien sûr permis de produire de l'énergie, mais aussi d'irriguer et d'ouvrir une nouvelle voie navigable reliant la côte à la savane au nord du pays. Le lac Volta couvre environ 4% de la superficie du Ghana, et pourtant c'est moins de la moitié de la taille de la dépression de Qattara. S'il était conçu avec une station de pompage-turbinage, le potentiel hydroélectrique à Qattara pourrait atteindre 4 à 6 gigawatts de production en continu, ce qui en ferait l'une des plus grandes sources d'énergie renouvelable en Afrique. Et bien sûr, une source d'approvisionnement majeure pour l'Égypte, qui pourrait potentiellement vendre le surplus de la production à la Libye et d'autres pays voisins plus à l'est. En juillet 2025, l'Égypte a atteint un pic historique de consommation d'électricité, 39,5 gigawatts. Un chiffre pour mettre en lumière l'immense potentiel énergétique du projet de la dépression de Qattara. Car même à ce niveau de consommation record, le lac artificiel pourrait potentiellement fournir près de 15% des besoins du pays, soit des millions de foyers et des dizaines de millions de personnes. Il est d'ailleurs important de souligner que ce pic de juillet a fortement mis sous tension le réseau électrique égyptien, ce qui a causé des coupures géantes, comme à Gizeh, qui ont duré jusqu'à 12 heures. Mais ce n'est pas tout. Qattara pourrait également devenir l'une des plus grandes zones d'extraction des vaporites au monde, exportant des produits tels que le sel industriel, du potassium, du magnésium, du brome et, comme mentionné plus tôt, potentiellement beaucoup de lithium. Des propositions plus récentes, comme une étude détaillée publiée en 2019 par le professeur Magdi Ragheb de l'Université de l'Illinois, ressemblent aux plans antérieurs du projet de Qattara, mais ils ajoutent des détails clés. L'analyse de Ragheb propose par exemple de remplir la dépression en 2 phases. Une phase de remplissage, puis une phase de flux continu, en utilisant non seulement des canaux, mais aussi des tunnels et possiblement un pipeline supplémentaire pour acheminer l'eau de la Méditerranée. Le professeur estime que le volume maximal du lac pourrait atteindre 1213 km3, avec le niveau du lac maintenu autour de 60 mètres sous le niveau de la mer. La chaleur extrême de la région de Qattara offre l'avantage unique d'une forte évaporation pour le remplissage en continu du bassin, mais rend en même temps peu probable une croissance démographique importante dans la région. Cela dit, on pourrait tout de même voir apparaître des villes nouvelles et des communautés minières, des zones industrielles et peut-être même des destinations touristiques le long du futur rivage. Tout cela dans le cadre d'un grand développement de la zone de Qattara qui s'étend du sud d'El Alamein à Soloum. Mais créer un lac salé de cette taille aurait des répercussions sur toute la région environnante. L'humidité augmenterait de manière significative et l'apparition de microclimats pourrait aussi survenir dans la zone. Il y a aussi un risque considérable pour les écosystèmes du désert qui dépendent des oasis existantes, qui seraient contaminés par la salinité du bassin. Par ailleurs, la base de la dépression est constituée de roches poreuses. L'infiltration d'eau saline dans les nappes phréatiques mènerait tout simplement à la contamination à grande échelle de cette partie de l'aquifère nubien. Rendre ces eaux souterraines extrêmement salées pourrait aussi mettre en péril le système agricole égyptien. De l'autre côté de la balance, le lac offrirait l'immense avantage d'une source d'énergie renouvelable de plusieurs gigawatts. Au global, le projet de Qattara coûterait probablement des dizaines de milliards de dollars et prendrait au moins entre 10 et 20 ans à être réalisé. Mais son impact géopolitique pour l'Égypte serait considérable. Le pays verrait une nette amélioration de son indépendance énergétique et disposerait d'un nouvel atout puissant dans ses relations avec les nations d'Afrique du Nord et celles du monde arabe. Le projet amènerait aussi à la création de milliers d'emplois et pourrait générer des milliards de revenus. Une véritable aubaine dans un pays où 1 personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Comme tout méga-projet destiné à battre les records et à transformer la géographie d'une nation, le projet de la dépression de Qattara serait difficile, très coûteux et long à aboutir. Cependant, il serait absolument révolutionnaire. Depuis plus d'1 siècle maintenant, certains affirment qu'il est impossible,
alors que d'autres défendent fermement sa faisabilité. Seul le temps nous dira qui, au final, avait raison. En attendant d'avoir la réponse, si vous voulez avoir un autre regard sur les méga-projets en cours en Égypte, tout aussi ambitieux par ailleurs, je vous mets ici ma vidéo sur le projet Nouveau Delta, qui doit permettre au pays de devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Merci encore à Bluebeam pour avoir contribué à produire cet épisode, et pour rappel, en passant par mon lien en description, vous aurez accès à une démo gratuite avec un expert. C'est la fin de ce reportage, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous dis à très vite sur Looking For.